Puis là, je disais, ben écoute, regarde, il n'y a pas de trouble. J'ai dit, tu peux aller voir les autres épisodes avec Gary Vee, avec Grant Cardone. Puis là, hein? Gary est venu sur ton show. Et Gary, même s'il y avait déjà dans ce temps-là des millions de personnes qui le suivaient, écoute, on a enregistré le show, un dimanche après-midi, qui était dans un party de famille. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 158, soit la deuxième de 3 parties sur les hauts et les bas de l'entrepreneur et mentor, Dominique Sicotte. Comme toujours, avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes 2 balados. Pourquoi j'utilise Ocha? C'est que non seulement il s'agit d'une plateforme 100% francophone, mais en plus, c'est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des clips audio avec transcription. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Dans cette deuxième partie de cette entrevue avec Dominique Sicotte, ancien hockeyeur et entrepreneur depuis déjà une bonne vingtaine d'années, nous avons beaucoup parlé de création de contenu, particulièrement de ses débuts dans le podcasting et de son parcours depuis tout ce temps dans cet univers qui devient de plus en plus populaire au niveau francophone. Je vous rappelle que Dominique a été l'un des premiers francophones à se lancer dans le podcasting, recevant sur son ancien balado En affaires avec passion des gros noms comme Mitch Joel, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone et plus encore. Sans plus attendre, je vous laisse à la deuxième de 3 parties de cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Ah non, je trouve ça super. Je trouve ça tellement intéressant. On pourrait tellement partir dans plein de directions. Il va falloir qu'on fasse déjà une partie 2 d'homme. J'ai trouvé ça intéressant, tout ce que tu as dit. Puis, tu as mentionné tantôt Grant Cardone. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Dom, tu as quand même été l'un des premiers, je pense, podcasteurs francophones. Donc, ça fait quand même un certain temps avec en affaires avec passion. Donc là, on entend parler un peu plus du podcasting depuis les dernières années, mais toi, tu étais vraiment avant-gardiste à ce niveau-là parce que on a vu que tu étais très à l'aise avec tout ce qui est communication, tout ce qui est Internet. Tu avais lancé aussi différents projets par le passé, mais vraiment, le podcast t'a permis quand même de faire de belles choses. Tu parlais de Grant Cardone, mais tu as également eu le plaisir de discuter avec Gary Vee, ce qui est un peu plus difficile actuellement. Gary Vaynerchuk essaie de discuter avec lui pendant 45 minutes. Ça doit coûter quelques sous. Donc, Donc, là, on a vu ton parcours, c'est ça, entrepreneurial. Là, avant de continuer avec tes plus récents projets, je me concentrerai un peu sur le parti création de contenu. Donc, justement, qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, vers le podcast? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, alors qu'au Québec, on connaissait pas ça, en fait? Ben, il y a eu, écoute, c'est drôle parce qu'il y a eu comme plus qu'une vague dans le podcast. Il y a eu au début des années 2000, quand le flux RSS a démarré. Mm-hmm. Ici, tu en avais quand même une couple. Tu sais, t'as Mitch Joel, t'as, Chris Brogan, qui a des racines québécoises, qui avait parti PodCamp, Boston, puis après ça, bon, ça a parti comme une traînée de poudre. Il y a eu des Québécois ici qui ont eu, des francophones, qui ont eu des podcasts, mais ça a commencé comme dans le bon vieux temps du blog, où est-ce que faut juste que tu parles de ta vie, t'as pas le droit de faire une scène là-dessus, parle jamais de business, c'est un podcast, c'était comme l'antichrist en partant. Fait que ça, c'est 2002, 3, 4, 5, jusqu'à temps qu'on voit apparaître 2006 YouTube. Et là, YouTube était YouTube avant que Google l'avale pour 1 milliard. Puis là, whoop, la vidéo a pogné le dessus. Puis, parce que c'était de plus en plus facile. Écoute, moi, je me souviens quand j'ai parti mon studio en 2004, écoute, c'était fou, c'était 25 000, puis j'avais pas le tiers de ce que j'ai aujourd'hui. Mais, puis là, le monde a arrêté d'écouter des podcasts, parce que là, tout le monde était dans la vidéo. Après ça, écoute, je me souviens, parce que moi, j'ai commencé à suivre Gary à l'épisode 14 de Wine Library, ça veut dire à peu près en 2006, 2007. Il était sur Vidler au début. Puis après ça, ça a été en 2008.
Je me souviendrai toujours d'avoir pensé que la vidéo était finie, que YouTube était fini parce que la vague était passée. Imagine, en 2008. Là, j'ai fait, hein, wow, quelle belle prédiction, Bill. Wow. Puis ça continuait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après ça, en 2000, 2000, là, je vais me mélanger dans les dates, c'est sûr, parce que même je me demande si c'était pas 2005 à peu près. Quand moi, j'avais pogné la première vague, plus comme consommateur de podcast, écoute, non, hey, non. Je vais te dire d'où ça part. En 99-2000, avant que ça s'appelle podcast, il y avait le site web Webfin. Puis moi, j'étais dans les relations publiques, financières et tout. Webfin était ce qui est devenu Canal Argent par la suite. OK, oui. Et Yannick Cléouin, qui était le journaliste là-bas pour les affaires, il était au Journal des Affaires, mais il avait comme pogné ce contrat-là avec Webfin pour faire des entrevues audio sur le web, parce que ça prend pas beaucoup de bandes passantes. Fait que, on avait fait la première entrevue de Webfin avec lui, c'était mon client avec Dectron International. Je me souviendrai toujours. Puis on avait un fichier sur le site web, puis c'était une entrevue audio. Déjà au début des années 2000, quand même. Ouais, 99-2000. Après ça, il y a eu la petite vague, comme je te disais, avec les RSS. Le podcast est vraiment né là. Puis ensuite de ça, il y a eu... j'ai parti Pod Media. Donc, Pod Media, ce que c'était, c'est qu'on prenait... C'était pour les entreprises, beaucoup. Puis on alliait le côté audio pour avoir du vidéo aussi. Donc, on prenait des PowerPoint qu'on venait conter une histoire, mais on parlait par-dessus. Fait que ce qu'on faisait, dans le fond, c'est qu'on était capable de présenter quelque chose en ayant une voix dessus. Donc, c'était comme l'ancêtre du je te présente quelque chose sans être là, mais t'entends ma voix, donc l'émotion qui est en arrière. On met ça de même. Puis Pod Media, je l'ai vendu à celui, justement, que je te disais, qui m'avait amené dans l'entrepreneuriat. Et lui, après ça, il avait changé ça, je me souviens plus quoi. Mais bref, j'y avais vendu ça. Puis lui, sa femme, c'était une agente de voyage, puis moi, j'avais besoin de vacances. Fait que j'y avais vendu ça contre un paquet de semaines dans des time-sharing. Puis je me suis dit, ben, c'est la seule façon que je vais me forcer à prendre des vacances. Je vais avoir des semaines gratis un peu partout. Fait que ça, c'était vraiment été une des business que... Puis donc, le podcast, tu sais, pod qui est une capsule, cast qui est de la diffusion, tu sais, donc la diffusion de capsules audio. Après ça, en 2010, grosso modo, j'ai vendu Roadshows.tv, qui était la plateforme de relations publiques vidéo. Je l'ai vendu. Et là, je me suis réintéressé à, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, c'est là que j'étais tombé sur Cliff Ravenscraft à New York en 2010-2011. Oui. Puis après ça, ben, j'avais rencontré Cliff là-bas. Puis j'avais rencontré à Vegas aussi. Puis là, j'ai dit, OK, je vais prendre ta formation de podcasting. C'est là que j'avais lancé En Affaires avec Passion, qui était le premier show de business podcast francophone. Puis j'avais suivi ce cours-là, écoute, en même temps qu'Amy Porterfield, que tout le monde connaît. Puis John Lee Dumas l'avait fait juste une session avant moi, parce que Cliff avait dit, écoute, il y a un fou qui a décidé de faire un podcast par jour, puis puis là, on riait bien de lui, puis toute la kit, puis regarde aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Johnny Dumas, il fait plusieurs millions depuis déjà justement une dizaine d'années avec son podcast. Je pense qu'au total, il en a lancé au final 2000 quelque chose. Je pense qu'il a arrêté ou il en fait un peu moins, mais effectivement, disons qu'il s'en est bien tiré. Ça en est très bien tiré. C'est un gars du Maine qui est déménagé dans l'Ouest. C'est un gars qui a été dans l'armée. Fait que discipline fois 1000. Puis il y avait une conférence dans le temps qui s'appelait des Agents of Change à Portland, dans le Maine, juste à côté d'Old Orchard. Fait qu'à toutes les années, j'allais là. Fait que c'est là que j'ai pu rencontrer John pour la première fois en personne. Puis c'était une petite conférence, fait qu'on parlait à tout le monde. Je m'accotais au bar avec James Wedmore dans le temps, puis Ravenscraft était là, puis Michael Stelzner, puis Amy Waterfield. Écoute, c'est toute la gang. Il y en a beaucoup qui viennent du Maine. Fait que, bref, ça a été des super belles années, des très belles années. Mais après ça, c'est là que là, tu sais, 2000,
2014, c'est là que la santé a pris toute le débarque. Mais en 2013, c'est là que ça a été, Gary est venu sur le show, Grant Cardone est venu sur le show, Mitch Joel, Chris Brogan 2 fois. J'ai vraiment trippé dans le podcast. Puis il y avait une très grosse conférence, qui était la plus grosse dans le temps, c'était la plus grosse au monde, qui s'appelait New Media Expo. On était 4000 à Vegas pendant à peu près une semaine. Fait que toi, je pense que c'était en mois de janvier. Je me souviens plus. En tout cas, je pourrais retrouver ça. Mais on descendait là-bas, puis c'était... Écoute, je me souviendrai toujours, 2012, c'était l'année du podcast. On est en 22, puis on est en train de se demander si c'est l'année du podcast en français. Wow. Fait que, et j'avais été le premier show non anglophone à être accepté, à être produit dans le podcast Pavilion de New Media Expo. Wow. Puis j'avais trippé parce que Chris Brogan, dans le temps, c'était la grosse sommité. C'est lui qui faisait les keynotes dans tout ce qui était le contenu web puis tout le kit. Puis lui, ben, il a des racines au Québec. Puis en même temps, il était venu sur mon show déjà une première fois. Puis, c'est un gars qui est tellement approchable. Là, il me voit en train de faire le podcast. Puis il fait président, il est venu direct sur le stage, s'asseoir. Fait que là, tout le monde est là. Comment? C'était quoi ce show-là? Même Chris vient d'arriver sur le stage. Tu sais, c'est lui qui faisait le keynote, là. C'était comme la vedette. Puis là, il s'est assis à côté de moi, puis on se met à jaser. Puis là, j'ai switché un show en français à un show en anglais. Puis, bingo, écoute, c'était vraiment plein. Les gars prenaient mon téléphone, puis prenaient le téléphone, puis prenaient des photos de moi puis Chris en même temps, puis ils me les ont envoyées. Écoute, c'était vraiment quelque chose de trippant. Fait que ce côté-là du podcasting a été vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ah, c'est sûr. Mais c'est tellement... Tu sais, de toute façon, j'ai pas à te convaincre du podcast, là, t'es rendu 1000 fois en avant, de ben du nombre, incluant moi. Fait que ça va toujours rester un média que je vais aimer beaucoup. Je trouve ça super. C'est vraiment incroyable. C'est vrai que quand tu ressors certains de ces noms-là, puis à cette heure aujourd'hui, maintenant qu'on le sait, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, c'est assez incroyable. C'est ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder ça sur Google. Leurs noms vont sortir assez vite. Oui, puis mais tu regardes, puis c'est drôle parce que je me suis mis comme défi de revoir Gary sur le show cette année. Puis c'est drôle, j'ai aucun doute qu'il va revenir. C'est tellement un gars. Tu sais, ici, là, je sais pas si tu l'as vécu, là, mais ici au Québec, moi, c'est là que j'ai eu le plus. J'aime pas ça dire au Québec, on dirait que je tape sur le Québec. Je peux pas taper sur le Québec. Mais ça a été le seul. Au Canada. Seul endroit dans le monde, parce que j'ai eu des Français de France, j'ai eu des Anglais, j'ai eu des Américains, toute l'équipe. Ça a été la seule place où est-ce que, écoute, je ne sais pas trop, faudrait que je fasse un due diligence sur ton show pour mon image et tout et tout. Mon Dieu, c'est quoi, je suis pas Radio-Canada, moi, là. Puis là, je disais, écoute, regarde, il n'y a pas de trouble. J'ai dit, tu peux aller voir les autres épisodes avec Gary, avec Grant Cardone. Hein? Gary est venu sur ton show. Et Gary, même s'il y avait déjà dans ce temps-là des millions de personnes qui le suivaient, quand on a enregistré le show, un dimanche après-midi, il était dans un party de famille. C'est un gars qui est complètement dédié à son audience. Mm-hmm. C'est un idole. Et il est arrivé une histoire même avec Gary que peut-être je l'ai conté une fois publiquement ou deux. Mais j'avais un de mes bons chums qui était en train de mourir. Il était pratiquement en phase terminale. Puis c'était un tripeux de Gary. Puis le livre Jab, Right Hook de Gary sortait le 26 novembre. Puis là, on était au mois de septembre, puis là, je me dit, il se rendra pas. Fait que j'avais écrit à Gary. Puis dans ce temps-là, j'écrivais pas beaucoup plus souvent, puis je connaissais Nathan, puis toute la gang, ses assistants. Fait que j'avais comme des pas pires entrées là-bas. Mais j'avais écrit à Gary. Je dis, écoute, Gary, j'ai ce chum-là qui, il aime bien gros ce que tu fais. Tu peux-tu juste y envoyer un tweet pour y souhaiter bonne chance ou whatever, parce que il se rendra pas à ton lancement. Puis, ce que Gary a fait, le livre était pas terminé. Il a fait imprimer une copie. Il a signé une page au grand complet dedans. Il y a envoyé directement de ses mains à Saint-Hyacinthe. Mon chum l'a reçu chez eux. Puis aujourd'hui, il est enterré avec. Puis, il a vécu
Écoute, ça l'a tellement craqué. Puis je te dis pas que c'est lui, mais il est mort, je pense, juste 7-8 mois après. Puis il me le disait, attends, mais à toutes les fois que je fais le pas, je me crains j'ai mon livre dans les mains, puis je regarde les vidéos de Gary. Puis Gary, quand que tu écoutes l'audiobook de Jab, 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 Right Hook, il y a eu un moment donné, il parle de Jacques dans le livre. C'est pas écrit dans le livre, mais il en parle dans l'audiobook, où est-ce qu'il dit, tu sais, quand que le monde te contacte parce qu'ils sont en phase terminale et tout, puis là, il parle de Jacques là. Fait que c'est tout un gars. J'ai des frissons quand tu me contais cette histoire-là. C'est la première fois que je l'entendais, fait que je pense pas que tu en aies déjà Ah oui, OK, bon. parlé. Mais oui, moi, ça m'en donne à tous les fois que je la compte aussi parce que c'est à quel point ce gars-là, il walks the talk. Mm. Tu sais, il est disponible dans tout. Fait que c'est d'avoir fait ça, là. Il y a d'autres choses à faire que de faire imprimer un livre pour un francophone de Saint-Hyacinthe. Là. Il aurait pu l'envoyer son tweet, comme j'ai demandé, tu sais, de signer son nom sur une napkin. Là. Qu'est-ce qu'il a fait imprimer un livre? Puis le livre, il n'est même pas de la dimension des livres qui sont sortis. Là. Fait que c'est comme une copie, pratiquement, tu sais, juste pour ça, il n'était pas terminé. Ah, c'est fou. Puis il a écrit une page au complet dans le livre, dans la première page. C'est fou, là. Fait mais ça, c'est pour dire que, tu sais, même malgré qu'ils gèrent 8-9 compagnies, dont une de 800 employés, puis toute l'équipe, il prend le temps pour ses fans puis son audience. Et ça, souvent, on a 1000 abonnés, puis on se met à capoter parce qu'il y en a 3 qui nous envoient un message sur Messenger. Puis là, on essaie d'engager quelqu'un pour répondre à tous ces messages-là de la part de de ceux qui valorisent notre contenu. Puis là, ben, je suis plus capable. Puis comment ça? Ah, j'en ai ben trop. Christelle, abonné, même. Je fais 3 messages par semaine. Slack, Bill, réponds ta boîte. Ah oui. Ah, mais je suis d'accord, là. C'est assez incroyable. Puis dire que que t'as permis de connecter justement grâce aussi au podcast. Puis écoute, Oui. j'ai vraiment hâte de voir ta prochaine entrevue avec lui. Là, je l'attends pour la fin de 2022, là. Ah, puis écoute, ça risque d'être avant ça. Parce que j'ai déjà mon pitch. Fait que je vais le faire. Puis après ça, je te dirai si ça fonctionne. Génial. Mais puis il pourra pas dire non. Parce qu'il va le pogner dans le détour. C'est sûr qu'il va faire comme ah le tabac. Il va dire à quelqu'un. Ah, j'adore. J'aime ta confiance. Je vais venir te le compter. Ah ben oui, ça me va. Donc, t'as eu, c'est ça, en affaire avec passion, là, malheureusement, c'est ça que t'as déjà arrêté. Ouais. De tout ce qui s'est passé au niveau personnel aussi. Puis, absolument. mais t'as quand même relancé. Après ça, t'es revenu, une fois que justement tout ça, ça s'était un peu stabilisé, que ça allait un peu bien pour toi, t'as continué d'être en affaires aussi. T'as relancé également un podcast. Donc là, t'as Leader d'exception, puis YouTubers Café. YouTubers Inc. Café, ben, Leader d'exception, c'était plus vraiment podcast. Oui. Puis c'était beaucoup moins dans les entrevues, c'était plus genre de parcours entrepreneurial, si tu veux. Mais tu vois, j'avais lancé aussi En affaires avec Passion TV dans le temps. C'est drôle parce que je retrouve des vieilles vidéos de 2014-15 dans mes ordis. Mais et puis après ça, YouTubers Inc. Café, c'était plus. Là, c'est plus la version audio de ce que je fais en vidéo. Mais j'ai vraiment l'intention très prochainement de lancer quelque chose je vais continuer YouTubers Inc. Café, qui est créateur Inc. Café maintenant, mais qui va lancer d'autres choses qui vont être uniquement audio. Fait que ça, juste pour retrouver le trip pur d'un podcast, où est-ce que tu peux être assis dans le fond de ton garde-robe, seul avec toi-même, puis tu jases. Puis ça,
Moi, j'adore la vidéo parce que moi, pourquoi j'aime, je dirais pas que j'aime plus la vidéo, mais j'aime différemment la vidéo. Ben oui. C'est que j'adore être sur un stage. Puis, il y a eu un moment donné, quand j'étais trop audio, que j'ai l'impression de pas connecter avec le monde. OK. Ce qui est faux, là. Ce qui est faux. Je sais pas. Puis, je me dis, quand au moins les vidéos, tu sais, t'as comme ce feeling de toucher à quelque chose, d'être là, qui voit ta face, qui voit ton émotion, qui voit, tu sais, mais ils le ressentent quand même dans l'audio, puis on pourrait en jaser longtemps. Ben oui. Mais c'était beaucoup ce feeling-là dans la vidéo. Puis c'est pour ça que même aujourd'hui, oui, j'ai une chaîne YouTube qui est vidéo plus vidéo préenregistrée et tout. Mais j'ai une chaîne aussi qui est juste des lives, donc des directs. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est le contact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, d'avoir le podcast, c'est vraiment, vraiment cool, mais il manque cette connexion-là. Ouais. Non, c'est pas vrai qu'il manque pas, mais je veux pousser plus loin. L'interaction, c'est il faut que tu amènes des gens ailleurs avec le podcast pour effectivement interagir, exact. Alors qu'en live, tu l'as en direct, comme tu le disais. C'est ça. Puis tu vois, le point très positif du podcast versus son point plus neutre. Le point positif, c'est que tu peux être en train de cuisiner, tu peux être dans l'auto, tu peux être partout. Donc, c'est le seul média que tu n'as pas besoin de tant d'écran pour consommer. Ouais. Tu lis quelque chose, tu es obligé d'avoir de quoi en face. Tu écoutes une vidéo, bon, il y en a qui vont dire, t'as qu'à pas la regarder, puis t'as qu'à l'écouter, là, bon. Oui, OK, là, mais. Puis, mais de l'autre côté, c'est que si tu es dans l'auto, tu peux pas interagir. Fait que même si la personne dit, hey, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi. Mettez en commentaire, tu ne peux pas mettre de commentaires sur un podcast, en tout cas pas sur toutes les plateformes. Non. Fait que de ce côté-là qui est très positif, parce que je t'écoute dans l'auto, je t'écoute en marchant, mais en même temps, c'est le côté où est-ce que si tu poses une question, les gens peuvent pas, ils ne s'arrêteront pas sur le bord de la route, taper dans où, je sais pas, mais t'envoyer un email avec leur réponse, c'est qu'ils vont t'écouter, ils vont passer tout droit, puis après ça, ben, boum. Fait que c'est ce bout-là ensemble qui font que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fan de pouvoir enregistrer ton podcast en vidéo, tout en gardant en tête que c'est un podcast. Mm-hmm. Donc, tu as cette proximité-là. Tu n'es pas en train de dire, ben, comme vous voyez à ton écran, fait que t'as pas, la personne qui t'écoute dans le podcast n'a pas l'impression que tu parles à quelqu'un d'autre. Mais le style Joe Rogan, là, que tout le monde connaît, ou en tout cas à tout le moins, là, mais, j'aime bien ça. Puis ça, là, c'est drôle parce qu'on est sur un podcast, vous allez me détester, cher auditeur, mais Amélie, elle voit quelque chose sur mon bureau présentement, qui est probablement l'outil le plus capoté pour enregistrer des podcasts. Mais ça, on en parlera ensemble. Oui. Ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tous les liens que Dom mentionne, que ce soit au niveau de ses podcasts, ses chaînes YouTube, ses différentes entreprises, tout ça, ça va être dans les notes d'épisode parce que je trouve ça super intéressant. Parce que souvent, des fois, on dirait que les gens ont l'impression qu'ils doivent choisir pratiquement entre les deux. C'est soit je fais du podcast ou soit je fais de la vidéo, que ce soit par goût, que ce soit par manque de temps ou autre. Mais en réalité, tu peux faire les deux. Comme on te voit, on sait que tu adores le podcast, que tu aimes ça a plusieurs avantages, mais il y a également plusieurs avantages avec la vidéo. Donc, que ce soit vraiment juste de faire de la vidéo pour faire de la vidéo ou que ce soit de combiner les deux ensemble, en fait, c'est que je vois quasiment plus une synergie, en fait, avec la vidéo. Écoute, et le podcast. Tu as tellement raison. Je me suis fait faire un T-shirt que c'est marqué « Et sera toujours plus grand que ou ». J'adore. C'est jamais un ou l'autre. C'est toujours un et l'autre. Malgré le fait que, mais j'ai pas le temps. Non. On a le temps. Il faut juste le faire comme il faut dans l'ordre. Puis, tu sais, c'est effectivement... Tu sais, écoute, YouTube, là, c'est une plateforme de création de contenu. Tu peux mettre, aujourd'hui, des publications, que c'est juste une image, un sondage ou autre, à tes abonnés. Puis c'est une plateforme où est-ce qu'il y a 43% du monde trouve leur podcast sur YouTube. Mm. Ils vont l'écouter après ça sur Spotify. Là. On n'est pas en train de dire, encore une fois, c'est pas YouTube ou Spotify, iTunes, Google Podcast et toutes les autres. C'est un et l'autre. Et tellement que ce qu'on sait, ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que sur YouTube, 25-30% du trafic et de la consommation de contenu, c'est audio seulement. C'est de la musique. Ben oui. Et c'est pour ça que
YouTube, ils sont pas totales. Ils ont tous pensé à ça. Puis ils ont dit, ben, Je suis on pas va inquiète. partir pour 2022. Puis là, c'est là, on va le vivre là. Mais pour 2022, ils ont parti un département complet juste pour développer le podcasting sur YouTube. Ah, j'adore. YouTube, Oh. ça t'empêche pas de faire, tu sais, comme je te dis, d'être partout. Ça Ben oui. t'empêche pas de pas avoir de caméra si t'es pas à l'aise devant une caméra. Tout est fait pour le diffuser comme du monde. Puis en même temps, tu peux faire du cash. Il y a 10 manières différentes de faire de l'argent nativement sur YouTube. Pourquoi ça l'a empêché? Puis écoute, j'ai eu des discussions là, avec des grands gourous là, puis on parle pas de Marco ici. Là, Marco, on a toujours des très bonnes discussions qui font bien du sens. Là. Mais un grand gourou du podcast, ou en tout cas pseudo ou autoproclamé, whatever. Écoute, il entend le mot YouTube, là, il cligne des yeux. Ah non, 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 puis c'est comme un anti-YouTube parce qu'il fait du podcast. On est-tu vraiment là? Fait que, c'est pour ça que je serai jamais contre le podcast. Je serai jamais contre YouTube. Puis les deux ensemble, ben, pourquoi pas? Tant qu'à créer du contenu. Pourquoi pas en profiter pour être partout? Ben oui. Ah, puis comme tu dis, c'est vrai que, en tout cas, même moi, souvent, c'est ça. Ben là, maintenant, je suis rendue avec Spotify, mais pendant très longtemps, c'est ça, comme ma musique ou si tu peux chercher justement des podcasts ou autres, j'ai cherché par YouTube, puis il y en a plein qui ont ce premier réflexe-là. Ceux qui commencent dans le podcasting ou savent peut-être même encore pas tout à fait c'est quoi le podcast, leur premier réflexe, ça va être de chercher sur Internet, ça va être de chercher sur YouTube. Tu sais, YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche, justement, derrière Google. Donc, si tu cherches de l'information, tu fais commencer à écouter des podcasts, mais tu connais pas vraiment les plateformes d'écoute, mais c'est sûr que ton premier réflexe, ça va être de regarder ça va être de regarder sur YouTube, en fait, pour en écouter. Donc, tant qu'à le faire, puis tu te dis, ben, ça demande pas beaucoup plus d'efforts. En tout cas, dis-moi au départ, au moins, mettez vos fichiers MP3 avec une image là au minimum. Puis après ça, là, ça peut être plus bonifié, disons. Absolument. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, Google, YouTube appartient à Google. Ben oui. Fait que, tu sais, aujourd'hui, si on fait une recherche sur Google, il y a des bonnes chances que les premiers résultats de soit recherche, des vidéos. ça soit des vidéos. Fait que, puis en même temps, on est capable maintenant de chapitrer nos vidéos, de donner un titre à ce chapitre-là, puis Google va indexer le chapitre et non pas toute la vidéo. Fait que vous avez encore plus de chances de se faire trouver dans Google, dans YouTube. En tout cas, comme je te dis, moi, je pense que, tu sais, si on regarde là, froidement, l'industrie du podcast a peut-être traversé 1 milliard en 2021. Puis on s'entend, c'est une très grosse année pour le podcasting. Ça va avoir doublé parce que c'était à peu près un marché de 500 millions avant. Et YouTube seulement a fait 30 milliards. Fait que, là, on parle pas de Google, on parle de YouTube, en fait, 30 milliards. L'industrie, l'économie de la création de contenu, tout inclus, toutes les plateformes incluses au complet, c'est 100 milliards qu'on a dépassé en 2021. Puis là-dessus, il y a un autre 30 milliards qui vient juste de YouTube. Fait que, comme je te dis, monstre, là. ben oui, puis oui, ça a ses défauts, là. On se le cachera pas, là. Ça a ses défauts. Mais en même temps, c'est à tout de moins de ne pas le rejeter en pensant que c'est une plateforme vidéo, puis que c'est l'audio versus la vidéo, puis que si on fait de l'audio, on fait juste on touche pas à la vidéo, et vice-versa aussi. Ben oui. Moi, tout le monde qui a une chaîne YouTube, ben là, qu'est-ce que tu fais à pas avoir un podcast? On serait vraiment ridicule d'être juste vidéo sur YouTube. Très ridicule. C'est bien plus que profiter. Spotify va être super débile. Là. Ben oui. Spotify est en train de copier, pas copier, compétitionner YouTube. Ils ont vraiment pris le modèle. Ils ont pris Anchor, ils ont acheté Anchor, qui est la plateforme d'hébergement, pour que le monde passe là, et c'est gratuit. Donc, comme YouTube est gratuit pour mettre nos vidéos, Anchor est gratuit pour mettre les vidéos. Ça se distribue partout, et maintenant, on peut faire de la vidéo sur Spotify. Donc, ils partent la version vidéo. Puis, la façon de le passer, c'est que si tu embarques dans Anchor, tu es capable d'aller mettre tes vidéos là. Puis là, tu es capable de monétiser, pareil comme YouTube. Fait qu'on va arriver avec deux géants tantôt. C'est sûr qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, mais on va arriver quand même avec deux géants tantôt. Ben oui. Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter aussi, peut-être pas aussi géants, mais qui vont être quand même des énormes joueurs
Ah, Absolument. ça va être le fun à suivre, tout ça, là. Oui. Puis, tu sais, en français, on ne l'entend pas encore beaucoup, mais l'économie des créateurs de contenu, ça va être un buzzword qui va être, j'espère, avant les 5 prochaines années. Aux États-Unis, en anglais, c'est déjà un énorme buzzword. Oui. Puis en français, ben j'espère que ça va suivre très, très, très bientôt. Oui. Mais c'est ça. J'allais dire aussi avec les NFT puis tout ce qui se passe avec le Web3, mais là, ça, on va changer de sujet, là, mais je veux dire, c'est vrai que c'est incroyable ce qui va arriver comme changement dans les prochaines années. Je pense que moi, j'ai hâte de voir, il y en a plein, je pense qu'ils sont pas encore prêts à tout ça, mais ça va être tellement le fun à suivre. Et puis, là, on parlait beaucoup de... Ah, vas-y. Non, mais je te pour te dire, faut pas s'en faire avec l'adaptation du monde, parce que si tu prends l'Internet, recule juste il y a 3 ans, avant la pandémie. Ben oui. En français, il y en avait encore qui disaient oui, c'est toi, pas besoin de ça. De toute façon, ça fait 40 ans que je fonctionne de même, puis j'en ai jamais eu, puis j'ai pas besoin. Tabarnouche, fait que tu sais, le Web 3, puis c'est un sujet tellement intéressant. Ben oui. Puis moi, je pense que la réalité augmentée va dépasser la réalité virtuelle avant longtemps. Parce que l'adaptabilité de la réalité virtuelle est assez tough. Tu es avec des lunettes. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, là, mais tu passer 3 heures avec des lunettes sur la tête, là, tu ressors de là, tu as l'impression d'être connecté de l'humanité. Même pas 3 heures. Non, ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est dur. Puis t'es tout seul. Là, bon, t'as des jeux en réseau. Je me suis acheté le Quest 2. Tu peux jouer avec tes chums, mais encore là, t'es quand même tout seul dans ton univers. Tandis que la réalité augmentée, ben moi, un petit hologramme ici, ça peut être cool. Mais en tout cas, bref, ça sera une autre. Ah oui, ça va être la fun. Parce que là, on parlait, c'est ça, avant d'embarquer dans les Web3, on parlait de beaucoup de YouTube, puis tu disais justement qu'il y a encore énormément de place, parce que c'est vrai que même comme francophone, bon, on le sait dans le podcast, il y a environ actuellement 20 000 quelques podcasts, donc assurément qu'il y a de la place pour en lancer. Donc, ceux qui pensent que le podcast, là, il est populaire, j'arrive trop tard, pas du tout, il y a énormément de place disponible. Et même, en fait, sur YouTube, c'est sur YouTube, on le sait que ça existe depuis moins longtemps, mais disons que c'est beaucoup plus connu depuis les dernières années. Puis on a effectivement l'impression que c'est saturé. Mais toi, je sais que tu penses vraiment pas ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu as lancé la première formation sur YouTube, en fait, au niveau francophone avec YouTubers Inc. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce beau projet-là? Oui, écoute, c'est loin d'être la première. Ça, je pourrais jamais dire que c'est la première. Là où est-ce qu'il y a peut-être un petit edge sur les autres, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être des formations YouTube. OK. Nous, avec YouTubers Inc., c'est comment développer ta business avec et sur YouTube. Donc, on développe la business tout en créant du contenu sur la plus grosse plateforme de création de contenu qui existe au monde. Fait que c'est beaucoup, beaucoup dans cette optique-là. Fait que là-dessus, je dirais, OK, ça, on doit être dans les premiers vraiment à avoir ce gros mélange-là de business et YouTube ensemble, puis voir comment on est capable de développer. Puis même à ce temps, j'aime mieux parler de mouvement que de business. Ça fait plus cool. Pas que ça fait plus cool, mais ça résonne mieux avec moi-même. Puis, c'est cool. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu as dit, tu sais, saturé, j'avais envie de dire, faites pas comme moi en 2008. Je pensais que c'était fini YouTube en 2008. C'est quand même drôle. C'est quand même d'une tristesse infinie. Mais pour te donner un exemple, présentement sur YouTube, 1 milliard d'heures d'écoute par jour. C'est incroyable. Donc, oh my God. Il y a 1 milliard d'heures de vidéos qui sont écoutées à tous les jours. Et à tous les jours, il y a 720 000 heures de vidéos qui sont mises sur la plateforme. Si tu fais le calcul, parce que je l'ai fait, je vais avoir de l'air du gars qui calcule vite en tabarnouche, mais c'est juste que j'ai retenu 4 chiffres. C'est 1382 fois plus d'écoute que de vidéos qui sont mises. Ça, c'est la première chose pourquoi que c'est pas saturé du tout. La deuxième chose pourquoi c'est pas saturé, c'est que YouTube est la seule plateforme qui va aller vraiment chercher ton audience pour toi. Oui, il y a des algorithmes maintenant sur Instagram, sur TikTok, et ainsi de suite. Mais YouTube, il y a 2 choses. C'est qu'un, il veut absolument que tu fasses du cash.
Parce que si tu fais du cash, parce que lui, il en fait. Puis lui, il redonne 45% de ses revenus aux créateurs. C'est la seule plateforme qui a un partenariat de partage de revenus. Mm. Les autres, c'est des fonds, mais c'est pas un partage de revenus parce qu'ils n'ont pas de revenus. Ils peuvent pas partager des revenus qu'ils n'ont pas. De l'autre côté, c'est pour ça que ton contenu va toujours être mis de l'avant auprès des gens qui te recherchent. Mais quand même, il y aurait 200 milliards de vidéos. S'il y a quelqu'un qui est là, qui est intéressé par ton contenu, tu te bats pas contre les 200 milliards de vidéos. Tu te bats contre ceux qui parlent de ton contenu ou de ton domaine sur la plateforme. Puis quand tu regardes quelqu'un qui s'intéresse à un domaine en particulier, il écoute pas juste une vidéo et une chaîne YouTube. Il en écoute 4, 5, 6. On est abonné sur un paquet de chaînes qui parlent de sujets qui nous intéressent. Puis, tu sais, ce qui est drôle, puis en plus, ben, effectivement, en français, il manque de contenu tout court. Puis moi, le mythe que j'avais, c'était, ouais, mais de toute façon, tous les francophones sont bilingues. Fait qu'ils écoutent tout du stock en anglais. J'aurais tendance à croire ça aussi, que beaucoup écoutent du contenu en anglais. Écoute, il y en a tellement pas tant que ça. C'est pas 50%. OK. Puis si tu prends juste la France, ils sont 47 milliards. Ils sont 47 milliards de Français. 47 millions de Français qui sont sur YouTube. Puis un marché qu'on regarde de haut depuis très longtemps, mais qu'ils s'en viennent tranquillement, pas vite, mais sûrement, c'est l'Afrique francophone. Puis après ça, ben, on rajoute nous-mêmes, nos bons Québécois. Mais là-dessus, il y en a au moins la moitié, au minimum, qui comprennent zéro en anglais. Puis il y en a d'autres qui comprennent en anglais, mais comprennent plus vite en français. Mm-hmm. Fait que t'as juste un 25%, grosso modo, de francophones qui comprennent vraiment l'anglais puis qui vont dire, ben oui, c'est quoi, je vais juste écouter, puis qui écoutent juste en anglais, ça reste rare. Moi, je pense que c'est peut-être un 10%. Moi, je suis quelqu'un qui consomme la tonne en anglais, mais je consomme aussi beaucoup en français. Fait que de ce côté-là, dépendamment de sur à quoi on s'intéresse aussi, bien entendu. Si c'est du gaming, c'est rare. Mais encore là, ça dépend. Non, on peut suivre des YouTubers qui sont en français quand même, dans n'importe quel domaine. Mais, bref, c'est sûr qu'il y a plus de contenu en anglais. Il y a plus de monde, il y a plus de contenu. Fait que, sur la saturation du contenu, écoute, on est des années-lumière d'être saturé sur YouTube. Merci beaucoup encore une fois à Dominique Scott pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 158e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez d'ailleurs d'un rabais de 10% au amidelabel.com/Athlete Nation avec le code promo de ce podcast AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission pour la 3e et dernière partie de cette belle entrevue. Ne manquez pas ça!